Madame, monsieur, le morceau c'est Merci, il est 9h12 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter. On va commencer tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin professeur Soleil Afeni, chef du service de pneumologie et présidente de la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique à l'hôpital Abdelrahman Memi. Avec elle, nous allons parler d'un sujet de santé publique majeur. Le cancer du poumon reste aujourd'hui le premier cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme. Un cancer fortement lié au tabac, mais pour lequel la prévention, le dépistage précoce et les avancées thérapeutiques peuvent réellement changer le pronostic. Nous évoquerons ensemble les actions menées dans le cadre de Novembre Perle, les défis du diagnostic, mais aussi les nouvelles approches de prise en charge au sein de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Professeur Soleil Feniche, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Mahdi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ce mois-ci, le mois de novembre, c'est le mois de sensibilisation, on l'appelle Novembre Perle. Qu'est-ce que Novembre Perle et quel est son objectif principal, docteur? Alors, le mois de novembre vient juste après le mois d'octobre. Bien sûr. Et le mois d'octobre est bien connu à travers le monde comme étant le mois de lutte contre le cancer du sein. Oui. C'est l'Octobre Rose et la Tunisie l'a bien fêté durant tout ce mois d'octobre. Il y a eu plein de manifestations. Mais juste après le mois d'octobre, il y a le mois de novembre qui, lui, est moins connu. Le mois de novembre est en fait dédié au cancer de l'homme, d'une façon générale. Et comme le cancer du poumon est le premier cancer chez l'homme, c'est vraiment le mois de sensibilisation au cancer du poumon. Et donc, il porte le joli nom de Novembre Perle. Et il axe essentiellement sur la sensibilisation. Et vous allez voir que il y a plein d'actions à faire pour justement sensibiliser à ce cancer. Alors justement, quelles actions concrètes sont menées cette année par la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique? En fait, le mois de Novembre Perle est organisé pour la première fois en Tunisie cette année à l'initiative de la RCP, qui est la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique de l'hôpital Abdelrahman Memi. Cette RCP existe depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, mais les derniers temps, juste après la pandémie Covid, on a restructuré cette RCP pour s'ouvrir vers d'autres spécialités. Et comme le nom l'indique, c'est multidisciplinaire, donc il y a beaucoup de disciplines, beaucoup de spécialités qui interfèrent dans la prise en charge du cancer du poumon. Et ces différentes spécialités sont représentées au sein de la RCP afin justement de discuter chaque dossier de patient de manière, on va dire, collégiale, multidisciplinaire, chacun ayant son point de vue, pour à la fin définir la meilleure prise en charge à adopter pour chaque patient. Alors, on va comprendre un peu ensemble le cancer du poumon. Pourquoi le cancer du poumon reste-t-il aujourd'hui l'un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers? Alors, le cancer du poumon, c'est le premier cancer chez l'homme et le plus meurtrier de tous les cancers. Il vient en deuxième position chez la femme, il est un peu moins connu que le cancer du sein. C'est un cancer... Je vous coupe, comme pour l'homme, le cancer, l'Octobre Rose, c'est plus pour le cancer du sein pour la femme, mais il y a aussi un petit pourcentage de cancer du sein chez l'homme. Chez l'homme, effectivement. Et là, c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse, sauf que... Excusez-moi pour la petite parenthèse. Non, mais c'est pas grave. Justement, c'est interactif pour un échange, je pense, qui va être bénéfique même pour les auditeurs. Donc, en fait, le cancer du poumon est un cancer particulièrement agressif. Donc, c'est un cancer qui est agressif et il est donc de mauvais pronostic. Et c'est pour ça que c'est le cancer le plus meurtrier. Les raisons sont multiples. C'est un cancer qui survient en général chez des personnes qui ont longtemps fumé le tabac, donc qui ont des symptômes qu'ils peuvent négliger parce que reliés au tabac. Et donc ils vont consulter de manière tardive, le cancer n'étant pas visible comme à la palpation pour le cancer du sein. C'est silencieux.
c'est relativement silencieux, pas vraiment, parce qu'il y a des symptômes quand même, c'est des symptômes pour l'essentiel respiratoires, mais il y a aussi des symptômes généraux et des symptômes extra-respiratoires, mais les symptômes respiratoires sont souvent négligés par la personne donc, qui les présente, pouvant les relier justement à des manifestations plus anciennes, habituelles pour une personne qui est tabagique. Donc les gens consultent tardivement, et le fait de consulter tardivement, on est devant des stades qui sont avancés, et dans les stades avancés, on va dire les chances de guérison sont moindres que dans les stades précoces. Professeur, au-delà du tabac, quels sont les autres facteurs de risque que le public doit connaître? Alors, le tabac, c'est vraiment le facteur de risque essentiel pour le cancer du poumon. Mais tout ce qui est pollution extérieure peut causer, donc tout ce qui va être inhalé, qui est nocif. Donc je vais utiliser peut-être des mots simples qui vont être compréhensibles par les auditeurs, vont pouvoir générer une inflammation chronique, et cette inflammation chronique va faire le lit donc de transformation cancéreuse des cellules pulmonaires. Mais il y a aussi des prédispositions génétiques. Certes, ce n'est pas comme dans d'autres cancers, entre autres, donc on va souvent se comparer, comme on l'a fait depuis le début de cette émission, au cancer du sein. Oui. Donc il y a des facteurs génétiques, mais ces facteurs génétiques ne sont pas aussi importants que dans d'autres cancers, comme dans le cancer du côlon ou le cancer du sein. On va parler dépistage aussi, hein, c'est important, et diagnostic. Vous insistez beaucoup, professeur, sur la prévention et le dépistage. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le scanner basse dose? Alors, la prévention est essentielle, comme vous l'avez dit. La prévention, c'est d'abord ne jamais fumer, ne jamais commencer à fumer. Ça paraît simple. On pourra peut-être une autre fois consacrer une émission au tabagisme. Bien sûr. Mais, du moins, pour ces malades-là, il est toujours très important d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer est très important parce que ça va interférer avec la prise en charge des malades présentant un cancer. Aussi bien dans les stades précoces, donc c'est des malades qui vont être opérés et donc qui vont avoir des procédures anesthésiques, etc. C'est important qu'ils aient arrêté de fumer pour améliorer la récupération post-opératoire. Mais également dans les stades où il n'est pas indiqué de faire une chirurgie, donc il y aura d'autres thérapeutiques, c'est important d'arrêter de fumer parce que d'abord ça va améliorer la réponse à ces traitements-là, et en plus si jamais il y a des complications, comme vous le savez, les traitements peuvent être parfois lourds et difficiles à supporter, et bien le fait d'avoir une respiration et on va dire un corps un peu plus sain va permettre de diminuer les complications, mais même si elles surviennent, ces complications vont être moins graves. Alors ça c'est pour le volet préventif pour les malades atteints de cancer et donc qui vont avoir des procédures thérapeutiques. Mais avant même la survenue du cancer, chez ces malades-là qui ont fumé longtemps, c'est aussi important aujourd'hui de leur proposer un test de dépistage. Comme ce qui a été fait, encore une fois, on se compare au sein. Donc, tout ce qui a été fait grâce à la mammographie, c'est un examen qui est simple et qui a permis de détecter des cancers à des stades précoces. Pour le cancer du poumon, malheureusement, ce n'est pas aussi simple parce que d'abord, ce n'est pas un cancer qu'on arrive à palper, ce n'est pas un cancer qui est visible à un examen radiologique simple comme la mammographie. Il faut des outils un peu plus développés, à savoir le scanner. Donc, on va utiliser le scanner pour dépister le cancer du poumon. Alors, comment faire? Le scanner étant plus irradiant qu'une radiographie du thorax, et étant donné que le dépistage va nécessiter de refaire cet examen de manière annuelle ou parfois même un peu plus fréquente si jamais on découvre des anomalies, on se repose sur un scanner basse dose. Donc on va irradier moins pour diminuer justement le risque d'autres maladies liées à cette irradiation itérative. En Tunisie, professeur, quels sont les obstacles qui expliquent les délais encore trop longs des consultations et de diagnostics? Alors justement, c'est une très très bonne question parce que dans ce mois de sensibilisation, on a un premier volet important qui est la sensibilisation du citoyen
ou du malade, des personnes d'une façon générale. Alors, la première sensibilisation dont on a parlé, c'est la prévention, c'est l'arrêt du tabac. Ou ne jamais fumer idéalement. La deuxième chose, c'est ce que aussi dont on vient parler, c'est le dépistage par un scanner basse dose. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, dans le cadre du programme national de lutte contre le cancer, qui est chapeauté par le ministère de la Santé, nous avons un programme de dépistage par scanner basse dose à l'hôpital Abdelrahman Mimi de l'Ariana et qui est gratuit. Donc ce dépistage se fait par scanner et il est proposé gratuitement, mais bien sûr chez des personnes qui répondent aux critères de dépistage. Le troisième volet, c'est justement la réponse à votre question. Ça s'adresse aussi donc aux citoyens. C'est comment diminuer les délais de consultation. Parce que dans un délai de diagnostic, il y a ce qui revient au malade et ce qui revient aux médecins ou au système de santé, on va dire. Malheureusement, les études ont montré que le délai qui revient aux malades reste toujours très long. On a fait des études à peu près une vingtaine d'années d'intervalle et on constate que rien n'a changé. Les malades consultent toujours très tardivement. Ça peut aller même jusqu'à une année. Donc il y a des gens qui ont des symptômes durant une année, voire plus, et qui mettent beaucoup de temps à consulter. Mais une fois qu'ils consultent, là intervient le médecin. Il faut que chaque médecin qui prend en charge un malade, que ce soit un médecin de famille ou un médecin d'une autre spécialité pour laquelle le malade donc, vient consulter, pense au cancer du poumon à chaque fois qu'il est devant des symptômes respiratoires qui traînent ou qui se modifient, qui persistent malgré un traitement, ou des signes respiratoires avec des signes généraux qui ne s'expliquent pas par ailleurs. Et donc, à ce moment-là, très rapidement, il faut instaurer ou indiquer des explorations qui vont permettre d'infirmer ou de confirmer le diagnostic de cancer du poumon. Quelles sont les populations qui devraient absolument se faire dépister ? Alors, les populations qui devraient absolument se faire dépister, pour le moment, c'est les patients qui ont 50 ans et plus, donc de 50 à 75 ans, qui ont fumé longuement. Donc, c'est des fumeurs qui fument un paquet par jour depuis... Donc, un paquet, c'est 20 cigarettes par jour depuis au moins 20 ans, ou 15 cigarettes par jour pendant une période un peu plus longue, 25 à 30 ans, et qui ont arrêté depuis moins de 15 ans. C'est-à-dire que au-delà d'un arrêt d'une quinzaine d'années, quelqu'un qui a fumé, supposons pendant 20 ans, mais qui a arrêté depuis 15 ans, 16 ans et plus, on suppose que le risque de développer un cancer après 15 ans d'arrêt du tabagisme va rejoindre le risque de développer un cancer chez un patient qui n'a jamais fumé. Donc tous les autres, à partir de l'âge de 50 ans, et lorsqu'on a fumé, même pour les fumeurs actifs, on va indiquer un scanner de dépistage. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le scanner de dépistage ne doit pas être conçu comme un seul examen. C'est un examen qui doit être répétitif, au moins une année, une fois par an pendant 5 ans, pour être sûr, après 5 ans, que la personne n'est plus à risque de développer un cancer. Mais bien sûr, à condition que la personne ait arrêté de fumer. Donc, on va dépister un malade par un scanner, une personne, parce qu'elle n'est pas encore malade, par un scanner, mais il faut absolument l'accompagner pour le sevrage tabagique, pour qu'elle puisse arrêter de fumer. Et c'est moi qui tousse, maintenant. Ça fait c'est des symptômes, peut-être. Alors, on va parler aussi de prise en charge et de traitement. Professeur, quelles ont été les avancées majeures de ces dernières années dans le traitement du cancer du poumon ? Il y a des avancées à tous les plans, sur tous les plans dans le cancer du poumon, aussi bien dans les explorations diagnostiques que dans la prise en charge. Mais en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, bien sûr, au niveau de la chirurgie, maintenant, tout le monde parle de chirurgie robotique, certainement vous le savez. L'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, surtout pour le dépistage. Pour ce qui est de la radiothérapie, il y a
d'énormes progrès en radiothérapie et en Tunisie, nous avons maintenant une façon donc d'irradier de manière beaucoup plus précise et plus intense qui est la radiothérapie stéréotaxique qui peut être proposée pour le poumon. Et puis tout ce qui est donc nouveaux médicaments, essentiellement les thérapies ciblées et l'immunothérapie. On parle beaucoup d'immunothérapie. C'est des traitements qui vont stimuler donc le système de défense immunitaire qui va lui-même donc se défendre par ses propres moyens contre le cancer. Et cette immunothérapie maintenant est proposée à tous les stades du cancer du poumon, du stade précoce au stade métastatique. Le cancer du poumon, bien sûr, Madame, plutôt professeur Soraya Felniche, chef du service de pneumologie et président de la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique à l'hôpital Abdelrahman Memi. Vous restez avec nous, bien sûr. On a encore des questions à vous poser. Tout de suite, je vais vous laisser avec la boîte à outils, justement. La boîte à outils de Sahla Boujelben. Notre plus belle matinale justement sur RTCI, on est toujours avec professeur Soraya Felniche, je rappelle qu'elle est chef du service de pneumologie et présidente de la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique à l'hôpital Abdelrahman Memi. On parle bien sûr du cancer du poumon dans le cadre de Novembre Perle, un mois essentiel de sensibilisation, et on continue justement avec notre volet prise en charge et traitement. Professeur, pour le public, concrètement, que signifie une réunion de concertation pluridisciplinaire et pourquoi cette discussion collective est-elle si importante pour choisir le meilleur traitement? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, le cancer du poumon, les RCP, sont des réunions essentielles dans la prise en charge de tous les cancers. On estime que un dossier de cancer, quel qu'il soit, ne peut pas être traité par un seul médecin. Il y a tellement de points de vue donc, qui peuvent interférer de différentes spécialités qu'il est essentiel d'avoir tous les intervenants qui regardent de plus près ce qui se passe pour un dossier de cancer. Le cancer du poumon est vraiment l'exemple type parce que d'une part, les poumons sont dans une cage thoracique où il y a beaucoup d'organes, donc ils vont interférer. Il y a des avancées donc aussi bien exploratoires avec des indications donc d'exploration spécifique pour définir tel ou tel stade. Et puis, il y a des armes thérapeutiques maintenant qui ne sont plus réservées à tel stade ou à tel stade, mais au contraire, il y a une intrication des différentes armes thérapeutiques à tous les stades de traitement. Donc, il est important, tenons compte bien sûr du terrain, des comorbidités de chaque malade, de lui proposer le traitement idéal, le traitement le plus adéquat, justement, qui va aussi pouvoir être toléré et améliorer la qualité de vie de cette personne. Avez-vous, professeur, observé une évolution du profil des fumeurs, notamment chez les jeunes et les femmes? Alors, malheureusement, en Tunisie, on estime qu'à peu près un peu plus de 50% des hommes adultes fument, ce qui est relativement alarmant. Et puis, pour les adolescents, il y a à peu près 11 à 12% des adolescents qui fument la cigarette. Et à l'âge de 18 ans, on est aux alentours, on est un peu moins de 50%. Donc pour vous dire qu'une fois ancrée l'habitude tabagique, elle se poursuit habituellement à 18 ans jusqu'à 18 ans pour se maintenir à l'âge adulte, et on a ces taux importants. Mais ce que pour le moment on n'a pas comme chiffre, c'est tout ce qui est donc tabac ou habitude de tabagisme alternatif. Donc vous connaissez maintenant la vape, le pod, etc. Donc il y a ces nouvelles façons de fumer
qui sont maintenant plus des façons d'entrer dans le tabagisme. On donne une habitude, quoi. Voilà, et au final, donc, c'est des adolescents qui commencent à fumer de cette façon-là, mais très rapidement, à l'âge adulte, ils vont être plutôt des fumeurs de cigarettes, ou parfois même cigarettes et chicha, parce que là aussi, c'est encore pire, le narguilé. Donc la Tunisie, malheureusement, fait partie des 10 premiers pays où le tabagisme est le plus important dans le monde. Le tabagisme féminin aussi, il est à considérer. Donc c'est une habitude qui devient quand même assez fréquente chez la femme tunisienne. Et tout ceci avec un âge de tabagisme qui est relativement précoce. Ceci expose à une durée de tabagisme plus longue. Et cette durée justement plus longue d'exposition aux différents produits du tabac génère à la fin un risque potentiel de cancer du poumon. Professeur Féniche, quel est le message le plus important que vous souhaitez transmettre aujourd'hui aux auditeurs? Alors, je voudrais d'abord parler de la prévention. La prévention essentielle, c'est de ne jamais fumer. Si jamais on fume, il faut arrêter le plus rapidement possible. Et là encore, je voudrais souligner que au niveau de notre hôpital, l'hôpital Abdelrahman Mehmi de l'Ariana, et certainement dans d'autres hôpitaux et d'autres structures privées à travers le pays, il y a des consultations anti-tabac. Donc nous avons plusieurs consultations d'aide au sevrage tabagique qui sont des consultations gratuites. Et on propose des alternatives donc, au tabac, donc une substitution nicotinique par les patchs à la nicotine qui est également gratuit. Donc aussi bien la consultation que le traitement est gratuit à l'hôpital Abdelrahman Mehmi et dans les autres structures publiques, donc à travers la Tunisie. Ça, c'est une chance inouïe. Il faut déjà consulter si on envisage d'arrêter de fumer. Faut faire le premier pas, quoi. Voilà. Et puis par la suite, avoir un support, une aide psychologique et toute une démarche pour arriver au sevrage tabagique. La deuxième chose, c'est de consulter très rapidement dès qu'on a des symptômes respiratoires ou des symptômes respiratoires et généraux qui persistent, qui ne sont pas expliqués. Consulter son médecin de famille, consulter son médecin de première ligne, qui va donc proposer une prise en charge adéquate le plus rapidement possible. Et puis pour tous ceux qui répondent aux critères de dépistage du cancer du poumon, s'adresser à leur médecin traitant également, pour qu'ils aient aussi une démarche de dépistage bien encadrée et qu'on propose aussi gratuitement à l'hôpital Abdelrahman Mehmi pour le moment. On n'a plus beaucoup de temps, notre deuxième invité est déjà dans la salle, au studio, en train d'attendre. Donc on va conclure cette interview. Professeur, merci beaucoup, professeur Soulaye Féniche, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir partagé ces informations essentielles. Le cancer du poumon reste un enjeu majeur de santé publique, mais vous nous l'avez rappelé, la prévention, l'arrêt du tabac et surtout le dépistage précoce peuvent réellement changer le pronostic. Merci également pour le travail que vous menez avec la réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie thoracique à l'hôpital Abdelrahman Mehmi et pour les actions de Novembre Perle, je le redis bien, Novembre Perle, retenez-le, et pour les actions de Novembre Perle qui contribuent à sensibiliser, informer et sauver des vies. À toutes et à tous, n'hésitez pas à consulter, c'est gratuit, à vous renseigner, c'est aussi gratuit, ou à accompagner vos proches. Parfois, un geste simple peut faire la différence. Professeur Féniche, encore merci et très belle journée à vous. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci, restez avec nous, c'est la matinale.